Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et si content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côtier Mondial, le 17e, un truc comme ça, 17, 18e, jour 9 de la Coupe du Monde. Et beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui se sont produites aujourd'hui. La victoire du Portugal contre l'Uruguay, mais même dans la foulée, comme vous voyez sur le menu. Celle du Brésil contre la Suisse et en début de journée pour dire au revoir au match de 11h et de 14h, avec un petit peu de soulagement pour moi, mais aussi beaucoup de tristesse et une nostalgie un peu préemptive qui nous guette. Les matchs du Cameroun, 3 partout contre la Serbie, et du Ghana, 3-2 contre la Corée du Sud. Ça va peut-être être l'épisode le plus long de Côtier Mondial pour boucler cette journée. Et après, on va passer sur la troisième journée des phases de groupe. Puisque la deuxième s'est achevée avec la qualification du Portugal contre l'Uruguay. Troisième nation à se qualifier, après la France et le Brésil, quelques heures plus tôt. Une qualification méritée pour des Portugais qui ont battu des Uruguayens un peu trop pâles, qui se sont réveillés à la toute fin. Et grosso modo, je dirais, ce Portugal commence à faire peur, mais on va avoir l'occasion d'en discuter. Il y a 2 mois, je les mettais dans mon top 3/4 des favoris de la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont encore fait un pas dans cette direction. Bref, on va avoir l'occasion d'en parler, du but fantôme de Cristiano Ronaldo aussi, de la déception des Uruguayens. Je vous donnerai ma note sur 20 pour chaque rencontre. Et la section prono, on va faire un petit truc différent. Je vous expliquerai cette fois en fin de vidéo. Donc on est parti sur Portugal-Uruguay. La déception des supporters uruguayens, je l'ai inclus parce que je pense qu'ils peuvent l'être de ne pas avoir vu leur équipe pratiquer plus de jeux au bout de 15-20 minutes. J'avais envie de dire, parce qu'on avait vu ce qu'ils avaient fait contre la Corée du Sud aussi, que la Gare à Charleroi, c'est très bien, l'intensité, 3 millions d'habitants, on sait, mais avec toutes leurs ressources, tous leurs joueurs et leur qualité individuelle si forte, je trouve que les hommes de Diego Alonso, le plan de jeu est trop minimaliste, trop basé sur le combat, la lutte, et pas grande proposition avec ballon, peut-être jusqu'à l'entrée de 2 Arrascaeta à la fin, qui a fait vraiment beaucoup de bien. Mais typiquement ici, Jiménez, l'idée c'était serrer Félix, faire sortir un peu les Portugais de leur match. Bentancur prend un carton jaune au bout de 3-4 minutes, et beaucoup de plaintes, et c'est très véhément, agressif. Alors que le Portugal en face, c'était pas parfait, c'était pas flamboyant, mais c'était costaud et il y avait beaucoup plus de production avec ballon, à l'image d'un Pepe par exemple que j'ai trouvé très bon avec et sans, même avec, typiquement sur cette passe qui casse une ligne et qui va trouver, je pense, Bernardo Silva dans l'entrejeu, entre les lignes là, boum, super bien joué. Bernardo qui peut aller décaler, créer un mouvement pour le Portugal. Ça, typiquement, les Uruguayens, on les a quasiment jamais vu le faire. En tout cas, pas sur attaque placée. Et au bout de 30 minutes, j'ai arrêté ici sur Who Scored le curseur à la 30e minute. 5 tirs à 2 pour le Portugal, mais surtout 75% de possession. Quand on regarde stats fin de match, si on veut la comparaison rapide, 60% de possession. Ça s'est un petit peu rééquilibré sur la fin, 15 tirs à 11. Donc les débats sont un peu moins nets et clairs. Mais je trouve que l'Uruguay a vraiment pris du temps, ça je pense on peut dire à minima, à rentrer dans cette partie. Et quand on voit par exemple ça c'est les ballons touchés par tout le monde, sur les deux équipes, Darwin Núñez 29 ballons, Cavani 21 ballons seulement, Suarez quand il rentre 11 petits ballons, et Arrascaeta quand il rentre 31 ballons. Lui, quand le jeu est passé par lui, franchement c'était bien mieux, même s'il rate une grosse occasion. Voilà, j'étais déçu de voir, par exemple, typiquement Núñez, Cavani aussi peu touchés. Je crois qu'au bout de 30 minutes, ils ont 4 ballons chacun. Même un Cristiano Ronaldo, qui n'est pas le gars le plus impliqué dans la construction et dans la phase de préparation, en avait 3 fois plus. On avait 15. Donc voilà, typiquement encore une bonne passe ici de Ruben Dias. Boum, qui trouve, c'est Bruno Fernandes qui s'est proposé entre les lignes, jeu en troisième homme à destination de William Carvalho, qui se trouve désormais face au jeu et qui peut aller écarter sur Nuno Mendes. Sur des petites séquences comme ça, on a vu une équipe qui était beaucoup plus proche de ce que d'autres formations du top plateau européen peuvent faire sur ces matchs à haute intensité de Coupe du Monde. C'est pas l'Espagne, pas encore, mais il y a de la qualité collective, c'est pas dégueulasse. Et typiquement là, Nuno Mendes, son centre est un peu bloqué par Bruno Fernandes, dommage, mais voilà, il y avait eu un bon décalage qui était fait, et ce Portugal, sans être hyper séduisant, c'était bien mieux que ce que faisait l'Uruguay par exemple, qui était très proche de ce qu'on avait vu contre la Corée du Sud. En gros, c'était beaucoup à base de jeu long. Dès que ça récupérait vite, allait très vite vers l'avant. Mais le truc, c'est que contre la Corée du Sud, les Boateng bombers de José María Jiménez, dont on a beaucoup parlé, ces ballons obliques, longs, les passes de 40 mètres pour aller peut-être jouer un second ballon, c'est bien contre la Corée du Sud. Mais quand tu tombes contre le Portugal, qui a la capacité pour rivaliser athlétiquement et notamment dans les airs, typiquement ça, je pense que cette image l'illustre très bien.
Pepe qui a fait un super match défensivement. Bon, c'est tout de suite plus compliqué à mettre en place comme plan de jeu. Et c'est pour ça que j'ai trouvé l'Uruguay assez terne. Malgré tout ça, c'était un peu le paradoxe de cette première mi-temps, malgré le fait que le Portugal était meilleur, c'est quand même l'Uruguay qui se procure sans doute la plus grosse occasion. Au bout de 7 percées de Bentancur, boum, 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 la portée, ici entre 3 Portugais. Ce crochet, il aurait pu rentrer définitivement dans l'histoire de la Coupe du Monde. Je pense que c'est un petit pont sur Ruben Dias. Hop, il se présente face à Diogo Costa, qui réalise un très très bel arrêt de l'arrière de la jambe. Hop, superbe. Et ça reste à 0-0. La grosse mauvaise nouvelle pour le Portugal et pour les amateurs de football en règle générale, c'est la sortie sur blessure de Nuno Mendes. Très triste en plus comme image, vraiment ça faisait beaucoup de peine. Et au-delà de l'état d'âme, moi ça me faisait beaucoup de peine à mon football parce que Nuno Mendes, c'est toujours autant un kiff. Ça fait combien de temps qu'on prend un plaisir de dingue à le voir évoluer. Il fait tellement de différence. C'est un des cracks, un des joueurs véritablement classe mondiale de cet effectif, peut-être le meilleur latéral gauche du monde à l'heure actuelle, en bataille avec Alphonso Davies, qui était pas mal hier dans l'analyse qu'on a fait de Canada-Croatie aussi. Mais donc, la sortie sur blessure de Nuno Mendes à la mi-temps, pas top. On a quand même cette situation, je crois que c'est l'action du premier but, qui provient d'un renversement joué par Cancelo. Maintenant, avec la sortie de Nuno Mendes, le Portugal a plus forcément la meilleure paire de latéraux du mondial. Peut-être que ce titre est attribué au Maroc, de Hakimi et Mazraoui. Mais avoir Cancelo sur le côté droit pour orienter, changer de côté, c'est pas mal aussi. Petit extérieur. Ça aboutit sur... qui est-ce qui donne ici ? C'est Rafael Guerreiro, je pense, qui est entré, qui donne à Bruno Fernandes. Tout ce que fait Bruno Fernandes sur cette action, c'est masterclass. J'ai tweeté dans la foulée, j'ai fait le travail de Bruno Fernandes sur le but, incroyable, avant qu'on se rende compte quelques minutes plus tard que c'est lui qui a marqué, puisque le centre n'est pas dévié par Cristiano Ronaldo. Mais là, la prise de balle, hop, pour échapper à la sortie de son marqueur, puis ensuite, hop, se retourner. Est-ce qu'on va le voir comme ça, boum, avec une petite semelle, je crois, ou en tout cas un geste très très propre pour se retourner et très crisp, comme disent les Anglais. Boum, le petit ballon par-dessus la défense, sans élan, super bien mis, mais avec sans élan, mais avec beaucoup de vélocité, la bonne hauteur, pile dans la bonne zone, qui fait que le gardien est trompé par Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui s'est bien déplacé, qui n'est pas parti hors jeu, qui est parti à la limite. Il est couvert par Varela ici, qui fait une grosse erreur de placement. Donc Cristiano Ronaldo, son impact et son rôle dans le but est déterminant. C'est clairement sa présence et le fait qu'il menace qui fait que ça peut rentrer. Bon, la célébration derrière, elle est peut-être un peu excessive pour un gars qui, je ne sais pas s'il sait absolument qu'il n'a pas marqué. Il se dit, il y a moyen, comme il le dit là à Bernardo Silva, peut-être. Ou alors peut-être qu'ils sont en train de discuter du fait, est-ce que tu étais hors jeu, oui ou non. Notamment quand Ruben Neves vient lui demander là. Et il a l'air très concerné, notre ami Ruben. Il était sûr, mec, t'étais en jeu, oui. Il fait, je sais pas, c'était ric-rac, toujours les mimiques. Mais oui, il était bien en jeu, parce que l'alignement là était bon, mais Varela est vraiment très très loin derrière. Et c'est dommage pour l'Uruguay, mais mérité grosso modo pour le Portugal et pour Bruno Fernandes, qui a fait encore une fois un très bon match. Entrée de Luis Suarez à la 72e minute, ça aurait pu être un tournant. Grosso modo, la fin de match, elle est plutôt à l'avantage de l'Uruguay. Le Portugal, à partir du moment où ils prennent l'avantage, je trouve, recule un peu trop, laisse un peu trop de ballons et un peu trop de possibilités à cet Uruguay qui avait pourtant si peu montré jusqu'alors. Voilà, Luis Suarez que les supporters appellent de leur vœu, et sur ce coup franc tiré par De Arrascaeta, il est là, il est à la réception, contrôle, et sa frappe du gauche passe juste dans le petit filet, alors qu'il allume à Diogo Costa à 3 mètres. Grosse déception pour lui, pour le banc uruguayen, on le voit dans la foulée. Et ça aurait pu être une belle histoire de ce match. Ça ne le sera pas. Il y a pourtant eu d'autres possibilités pour l'Uruguay. Ici, ce petit grand pont mis par Fede Valverde à Rafael Leao, qui est entré en cours de match. Et pour le coup, Rafael Leao, que j'adore, comme vous savez, je trouve qu'il n'a pas fait une super bonne entrée. Il n'y a pas que ce truc, même avec ballon, il y a eu un peu trop de ratés. C'est dommage, parce que son entrée la dernière fois contre le Ghana était extraordinaire. Mais donc petit ballon mis par Fede Valverde pour De Arrascaeta, dont le piqué est sans doute le petit piqué là, quand tu es à cette distance de Diogo Costa, sans parler même de l'exécution techniquement, juste le choix du geste, je pense, n'est pas approprié. C'est dommage pour l'Uruguay.
Et le Portugal s'en sort encore assez bien. Et oui, là, j'ai juste inclus parce qu'ils avaient mis le ralenti. S'il y en a qui doutent du fait que Ronaldo le touche, oui ou non, on le voit là, il touche pas du tout. Regardez l'effet du ballon qui change pas du tout. J'espère que ce segment de vidéo va pas me faire striker parce que la dernière fois c'était justement le but sur penalty de Ronaldo qui a conduit au seul strike qu'on a reçu pour l'instant, à la seule vidéo qui a été dépubliée sur cette Coupe du Monde. Pour l'instant avec les screenshots on s'en sort pas mal, mais ouais, il y a un truc autour des actions de Ronaldo, la FIFA est particulièrement vigilante. On verra, peut-être la mauvaise nouvelle au réveil demain matin. En tout cas pour le Portugal, l'opportunité de doubler le score sur cette main de José María Jiménez, on peut dire où est-ce qu'il met sa main sinon là, ce que je peux entendre. Après, il n'est pas obligé de tacler aussi, il peut rester debout avec les mains derrière le corps, comme certains le font. Moi aussi, je pensais qu'il y avait un truc autour de la règle de la main, en mode si c'est la main qui te sert à tenir le sol en tombant, c'est plus compté comme une main. Après, la stricto sensu, il tient pas le sol, il tient le ballon. Mais de toute manière, j'ai arrêté d'essayer de comprendre les mains et je peux totalement comprendre aussi que celle-ci soit donnée parce que derrière, Bruno Fernandes a un ballon à jouer si elle n'est pas déviée. Mais bon, en tout cas, le penalty est donné, c'est ça qui est le plus important. Et Bruno Fernandes le transforme tranquillement. Ça fait 2-0 pour le Portugal, ça fait 2 buts pour Bruno et il y aurait pu en avoir un troisième dans le temps additionnel sur cette frappe qui va heurter le montant, quelques secondes après qu'il ait eu une autre grosse occasion. Et il s'en veut terriblement, très, très déçu de l'issue de cette frappe. Je pense qu'il avait bien envie d'avoir son triplé en sélection, et on le voit là à sa réaction. Mais voilà, grosso modo, un Portugal, comme je l'ai tweeté dans la foulée, j'ai dit le Portugal se qualifie pour les huitièmes au bout de 2 matchs, et c'est tout sauf un hasard. Le collectif est sous-exploité, mais c'est solide. Il y a des cracks à toutes les lignes, et la profondeur de banc qu'il faut. Comme on l'avait dit il y a 2 mois, top 3/4 des favoris. Et c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode de Mondial. Non seulement il y a toutes ces qualités-là qu'on connaît, qualités individuelles, etc. Il y a aussi le fait que même si ça joue pas très bien, Fernando Santos, etc., mon idée à l'époque c'était oui, mais quelle sélection joue très bien? Est-ce qu'ils sont si différents que ça des autres? Et des autres qui gagnent des tournois notamment. Donc ça, le parcours qui me semble pas si défavorable que ça. Par exemple, en finissant premier là, si je ne me trompe pas, ils seront dans une partie de tableau différente du Brésil et de l'Argentine. Donc ça, c'est plutôt bien pour eux. Voilà, il y a des choses positives pour ce Portugal. Et franchement, troisième équipe à se qualifier, c'est pas pour rien. Ma note sur 20 de ce match, pas si haute que ça, parce que l'Uruguay, c'est quand qu'ils se mettent à jouer. Là, ils ont encore la possibilité de se qualifier. Tout ça, j'en reparlerai demain. Je vais vous expliquer un peu à la fin de cette vidéo. Ils ont encore la possibilité de se qualifier contre le Ghana, ce qui va être un sacré match. Mais il faut qu'ils se mettent à jouer parce que finir sur 20 minutes un peu faux-folle, c'est dommage. Avec toute la qualité individuelle qu'ils ont, avoir juste ça comme proposition sur les 90 minutes, je trouve ça un peu faible et léger et dommage. Du coup, ma note pour ce match, elle ne monte pas si haut, 11 sur 20. Il y a eu des choses intéressantes. C'était quand même un vrai affrontement de cadors entre les deux huitièmes de finalistes de 2018, la revanche du Portugal d'ailleurs en l'occurrence. Mais ouais, on a eu des meilleurs matchs aujourd'hui. Alors, pas forcément ce Brésil-Suisse qui était intéressant pour plein de raisons, notamment le rôle joué par cet homme, le buteur Casemiro, et ce que crée le Brésil sans Neymar, à la fois peu, mais aussi intéressant à quel point c'était peut-être différent et les enseignements qu'on en tire. En tout cas, le Brésil se qualifie donc avec 6 points en 2 matchs, 2 victoires. La Suisse dans une posture relativement favorable avant de jouer la Serbie à la fin. Ça va être dingue. Mais ce qui m'intéressait initialement, c'était ce Brésil sans Neymar. Quelle proposition, quelle composition. Du coup, c'était du 4-3-3. On avait Casemiro et Fred qui prenaient la place de Neymar sur le 11. Du coup, une autre organisation, plus tant ce 4-1-4-1, mais 4-3-3 avec Fred et Paqueta au-dessus de Casemiro en seul 6. Rafinha, Vinicius sur les ailes, Richarlison en 9. Et il y avait un autre changement, c'était Militao plutôt que Danilo, latéral droit, pour équilibrer, comme quelque chose qu'on avait mentionné justement avant le début de la Coupe du Monde, comme une possibilité pour ce Brésil. Et du coup, là, on le voit très bien, le trio de l'entrejeu, Casemiro, Paqueta, Fred. On voit très bien le 4-3-3, la ligne de 4. Un Brésil qui a cherché à être assez équilibré et équilibrant avec les placements d'Eder Militao et d'Alexandro de l'autre côté, pas trop haut. C'était intéressant, même si ça ne nous a pas donné un match hyper emballant initialement. Ce que j'ai trouvé
un petit peu mitigé, c'est Lucas Paqueta. Il y avait des choses qui étaient pas mal, où on voyait sa qualité individuelle. Ici, typiquement, sur ce contrôle orienté, il fait la différence sur, il me semble que c'est Widmer, le latéral droit. Hop, centre pour Richarlison qui est juste un peu trop court, dommage. Mais voilà, sur ce genre d'initiative, il montre qu'il peut être un joueur de différence, que sa place dans le 11 du Brésil n'est pas totalement galvaudée. En revanche, le fait d'avoir ce milieu gaucher, milieu relayeur gaucher à gauche, parfois je trouvais que typiquement le lendemain d'avoir vu l'Espagne, ça manquait un petit peu de combinaison au cœur du jeu. Je m'explique, en gros sur cette passe, je pense que c'est Thiago Silva. Sur cette passe de Thiago Silva à Lucas Paqueta, pour moi, le plus clair, c'est qu'il y a une autre remise à mettre ici ensuite pour Fred. Désolé, vous ne le voyez pas très bien, je dézoome un peu. Ici, pour Fred. Hop, même pas forcément en une touche, en 2 touches. Contrôle pied droit, passe pied droit, rentrée intérieure. Et ensuite, il y a un vrai espace à attaquer ensuite. Peut-être Richarlison dans la profondeur, une fois que Fred est touché, ou aller écarter sur Vinicius en bas. Richarlison qui est juste là, mettre le ballon dans la profondeur. Bref, des choses qui sont possibles si tu te retournes à l'intérieur du jeu, mais Lucas Paqueta avec son pied gauche, du coup, son réflexe, ça va plutôt être de contrôler, de se mettre dos au jeu, ici, jouer en retrait sur Casemiro. Pourquoi pas trouver Casemiro en 3e homme, mais je me dis qu'un gars qui a un pied droit et qui est orienté pied droit peut aller trouver un ballon intérieur très tranchant parce que là il y a vraiment quelque chose à faire. Après Fred ne le demande pas tant que ça et ça parle aussi peut-être de ce milieu à 3 qui n'est pas parfait. Et là vraiment il y a la possibilité de le mettre. Il y a possibilité de mettre ce ballon sans aucun problème. C'est totalement possible. Donc c'était un peu dommage et du coup typiquement sur ce ballon, 3e homme, ok tu vas jouer sur Vinicius de l'autre côté, prise à 2 des Serbes et fin de l'action pour le Brésil. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur la relance serbe, ils ont aussi réussi à exploiter les petites failles, je trouve, de positionnement de cet entrejeu. Enfin, tout ça pour dire que je trouve que le milieu à 3 brésilien, c'est pas une franche réussite. C'était une expérimentation. Fred Paqueta devant Casemiro. Je trouve que ce Brésil, sans Neymar, a vraiment un visage différent. Et même défensivement, tout le monde n'a pas forcément ses repères. Donc là, on est sur un ballon qui est perdu par Fred, qui était sur le côté. Ok, ballon perdu. Comment est-ce que ça se replace? Ici, on avait Eder Militao qui avait grimpé, qui avait proposé quelque chose, pourquoi pas, une course un peu dans le demi-espace là, et qui derrière, va vite chercher à redescendre, mais sans vraiment effectuer de pression. Il redescend, Fred finalement, il se dit que quelqu'un va prendre son joueur. Bon, voilà, là il y a un problème. Ça, c'est un problème sur une phase de transition défensive. Littéralement, transition défensive, la transition de avoir le ballon à ne plus avoir le ballon, on pourrait dire, pour simplifier, phase d'attaque à phase de défense. Le fait de se retrouver comme ça, c'est un vrai problème. Et la Suisse, pourquoi je dis la Serbie depuis tout à l'heure? La Suisse l'a bien exploité avec, ce ballon ici, mi-intérieur, pour Djibril Sow, pour ici Granit Xhaka, qui va transmettre à Djibril Sow. Hop, comme ça. Et on voit Fred, il s'en rend compte un petit peu trop tard, mais ça permet à la Suisse de trouver un très très bon espace et d'aller décaler sur le côté et de se créer une situation dangereuse parce que cette transition défensive, elle est mal configurée et mal exécutée. Et ça, c'est un des petits trucs à mettre en lumière quand même sur ce Brésil qui cherche beaucoup l'équilibre et qui là en l'occurrence ne parvient pas à le réaliser. Après voilà, on a vu des Brésiliens qui ont quand même eu une grosse portion du ballon, ont été beaucoup autour du dernier tiers. La Suisse était assez basse pour défendre forcément face à ce Brésil. Mais sans Neymar, souvent, en première période, en tout cas, c'était un petit peu compliqué. Il y avait beaucoup de relais très intérieurs qui étaient cherchés. Ça écartait pas assez sur les côtés pour moi par rapport à ce qui a été vu en seconde période. Et du coup, on finit par exemple typiquement sur une situation où Fred, avec pas trop de solutions à l'intérieur du jeu, décale sur Eder Militao qui est là. Et la solution, c'est qu'Eder Militao déclenche à 25 mètres. Et ça, pour moi, c'est un peu un échec de ton offensive et un échec de ton plan de jeu, à nouveau, sans Neymar. Donc la première période se termine quand même avec une nette domination pour le Brésil, 6 tirs à 1, ça c'est au bout de 45 minutes, 54% de possession. Mais il va y avoir ensuite un gros trou d'air au retour des vestiaires, ça c'est de la 45e à la 70e, 5 tirs à 1 pour la Suisse et 50-50 de possession. Les entrées de Rodrigo et de Guimarães, moi je trouve vont apporter beaucoup de bien.
mais ça a mis un petit peu de temps à se dessiner. Peut-être le temps que Rafinha, que Richarlison sortent. La Suisse a eu beaucoup de mouvements intéressants, quelques grosses situations. Ici, typiquement, hop, sur ce renversement de l'autre côté, et Vinicius est un peu loin. Alexandro était très très central. Peut-être que ça aussi, il y a un petit péril dans l'organisation. Ouais, il faut un retour salvateur taclé d'Alexandro, mais ça aurait pu coûter très très cher au Brésil. Et ensuite, il y a quelques tentatives dans la surface qui font peur. Heureusement, je pense que celui qui a fait un bon match, Casemiro, au-delà de son but, il a été dans un rôle un peu de créateur bas, pas forcément celui qu'on connaît le plus de la part de Casemiro, mais typiquement, boum, cette passe qui casse une ligne, un petit peu comme Pepe tout à l'heure. Très très utile, hop. Et on a donc Fred qui peut se retourner face au jeu, transmettre à Rodrigo, qui transmet à Vinicius. Et là, vous vous souvenez peut-être, l'extérieur du pied droit de Vinicius pour Richarlison qui est juste un petit peu trop court et qui rappelait tellement le but contre la Suisse, justement, contre la Serbie, pardon, justement, au dernier match, avec l'enchaînement de Richarlison en pleine surface sur ce centre extérieur pied droit de Vinicius, qui est en train d'en faire un de ses gestes fétiches. Boum. Malheureusement, Richarlison est un peu trop court. Et ça, c'était une belle situation qui a été créée par la première passe qui casse une ligne de Casemiro. Marquinhos ici, à destination de Rodrigo. Rodrigo qui a beaucoup demandé le ballon à son entrée, qui a fait vraiment un sacré taf, qui prend un joueur à un contre un, boum, le dépasse. Un deuxième, boum, écarte sur Vinicius. Ah non, pardon, troisième joueur, grand pont sur lui, sur Akanji qui est sorti. Et perte de balle, ok. Mais Widmer, côté droit, est obligé de dégager en touche sur sa pression. Donc là, on voit sur cette action, hop, top entrée de Rodrigo. Vraiment, je pense que son entrée change beaucoup de choses dans cette partie. Ça, c'est typiquement une situation où on voit Casemiro un peu en playmaker, ce qui est assez rare pour être souligné et mis en lumière, mais pas si rare avec ce Brésil. Donc intéressant. Et je pense que c'était une proposition soit de Rafinha dans la profondeur. Ça n'a pas abouti. Il y a un but hors jeu qui est inscrit où, hop, sur ce ballon de Bruno Guimaraes, Richarlison le touche là et il est sur un retour de position de hors-jeu. C'est vraiment dommage parce qu'il le touche super bien. Le travail de Richarlison là sur cette action, la petite déviation parfaite pour donner une vie à cette action. Il se déchire devant Manuel Akanji qui est un sacré client. Hop, petite déviation parfaite pour Rodrigo qui joue sur Casemiro qui s'est proposé comme pas mal de milieux brésiliens qui sont vraiment bien projetés sur la fin de match. Casemiro qui est là pour faire de cette action rapide quelque chose et qui va trouver un troisième homme qui écarte sur Vinicius. Widmer est un peu trop court, Vinicius très bon contrôle, la lucidité, bon c'est pas forcément la finition la plus compliquée, mais pour Vinicius on se souvient d'une époque où elles n'allaient pas forcément au fond. Là, 1 an et demi plus tard, petit filet, célébration. Malheureusement, quelques minutes plus tard, la VAR revient. Il y avait effectivement une position de hors-jeu de Richarlison que personne n'avait vraiment vu sur le direct. Bon, bonne interception. Le Brésil de plus en plus menaçant et dangereux sur attaque rapide. Je crois que la Suisse aussi, physiquement, a commencé à avoir un vrai contre-coup autour de la 70e minute, un peu la fin de leur temps fort. Et le Brésil avait beaucoup de qualité d'accélération, la capacité à faire mal, notamment sur les côtés. La Vinicius qui prend Akanji en 1 contre 1, qui l'explose et qui provoque une faute. Oui, tout à fait. À nouveau, à partir d'un moment, ça a commencé à tourner en mode on cherche juste Vinicius et Rodrigo côté gauche. C'était le plan A, B et C. Et Anthony, qui est rentré en cours de match, a touché quelques ballons, mais beaucoup moins que côté gauche. Typiquement, la Marquinhos, ok, on vient d'avoir une belle accélération de Vinicius sur Akanji, on va insister dans la zone, hop, le relais. Est-ce que c'est Bruno Guimaraes ou non? Je pense que c'est... Est-ce que c'est Renan Lodi qui est entré? Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, Vinicius est trouvé, faute provoquée encore. Généralement, les Suisses, sur la fin de match, c'est Anthony de l'autre côté avec Ricardo Rodriguez qui a qu'une seule idée en tête, stopper Anthony à tout prix. Généralement, sur la fin de match, les Suisses, c'était le ballon passe, mais pas l'homme. Et beaucoup de fautes parce que c'était dur de résister physiquement à ce que proposaient les Brésiliens. Du coup, ce qui devait arriver arriva, avec à nouveau un ballon de Marquinhos qui va chercher Vinicius, et je trouve que le Brésil a beaucoup mieux exploité la largeur en seconde période. On avait Vinicius beaucoup plus sur le côté, ce qu'apportait Rodrigo, quoique lui c'était un peu plus au cœur du jeu, mais ça permettait, le fait d'étirer un petit peu sur la largeur, Anthony de l'autre côté, ça permettait d'avoir un peu plus d'espace aussi à l'intérieur, et de faire mal
à des joueurs excentrés suisses qui, dans ces grands espaces de côté, avaient beaucoup de mal à tenir la cadence face à Vinicius et à ses accélérations répétées. Ici, donc, il s'appuie sur Rodrigo, qui met une superbe petite remise de l'extérieur, a souligné le travail de projection de Casemiro. Est-ce qu'on peut remonter? On le voit là, ça c'est le moment où Marquinhos donne la passe. Là pour l'instant il est focalisé sur le ballon, ok. Mais quand il reconnaît la situation, il commence à se projeter dans ce petit espace intéressant qui s'est ouvert. Et une fois que Rodrigo rejoue sur lui, il se retourne et on voit un délice de frappe très légèrement contré par Manuel Akanji, mais super but. J'adore la célébration avec Fabinho, son alter ego, son concurrent dans une certaine mesure sur ce poste, mais ça parle aussi de la bonne entente qu'il y a dans ce vestiaire brésilien. Et voilà, le Brésil prend l'avantage. But de Monsieur Casemiro, quel immense joueur. On connaît toutes ses qualités, on connaît son palmarès, on connaît son histoire. Moi, ça me fait plaisir de le voir là avec le Brésil avoir un rôle aussi proéminent et aussi différent de ce qu'on connaît. Donc ouais, super Casemiro, c'est vraiment un des joueurs à suivre de cette Coupe du Monde. Et avec Stade, on n'aurait pas forcément pensé l'inclure dans notre top 10 à l'époque, mais on aurait dû parce que vraiment, comme un autre gars dont on va parler là dans quelques minutes, lui on aurait vraiment dû. Mais ouais, Casemiro, sa Coupe du Monde est très sympa. Qu'est-ce que j'ai voulu inclure ici? Jusqu'à la fin, le Brésil a eu encore plus de situations. Rodrigo, là, qui est trouvé par Gabriel Jesus, hop, le crochet, magnifique, et va se libérer un espace, il enchaîne, Zomer la sort. Ça a un petit peu tourné à la démonstration à la fin, et peut-être un peu trop, même sans Neymar. On a vu des Brésiliens un peu taquins, Vinicius notamment, qui ratait pas une occasion à la fin de mettre plein de petits gestes techniques. Le centre en coup du foulard, est-ce vraiment nécessaire? Moi, ça me va, hein. Mais je trouvais que parfois il y avait un petit peu de la perte d'efficacité, pas forcément là-dessus, mais sur d'autres moments où c'était un peu moins efficace. Et c'était potentiellement, la Suisse ça va, ils étaient corrects, ils sont pas trop énervés, mais tu fais ça face à un Uruguay par exemple, ou même à une Serbie, je pense que ce serait un peu moins passé. En tout cas, victoire méritée pour le Brésil, grosso modo une victoire assez solide, d'une équipe assez équilibrée. Ma note sur 20 de ce match, 11 sur 20, c'était pas un top match, mais le Brésil, assez proche finalement du Portugal dans l'idée et dans ce qui est fait, dans la proposition. Le Brésil se qualifie, deuxième équipe dans l'ordre à se qualifier, avec le Portugal donc la troisième pour l'instant au bout de 2 matchs. C'est costaud, il me semble que le Brésil n'a pas perdu un match de phase de groupe de Coupe du Monde depuis 1998 je crois, ou peut-être un peu avant, un truc totalement démentiel comme ça. Donc on n'est pas surpris de voir le Brésil se qualifier et vraisemblablement ce sera à la première place. Ok, voilà pour les 2 premiers matchs. On est déjà à 28 minutes. Je ne sais pas si on va avoir l'opportunité d'accélérer un peu sur la fin parce que les 2 derniers, c'est les plus dingues de la journée. Cameroun-Serbie 3-3. But de Castelletto à la 29e. La Serbie qui en plante 3 dans la foulée, dont 2 juste avant la mi-temps. Pavlovic 45+1, Milinkovic-Savic 45+3. Et un troisième Mitrovic à la 53e. Et le Cameroun qui revient à l'heure de jeu. 3 partout. Énorme match de Coupe du Monde pour dire adieu au match de 11h. C'était des adieux réussis. Mitrovic qui est déçu, qui aurait pu en avoir 1, 2 ou 3 de plus dans cette rencontre, qui a raté quelques grosses occasions, et la poignée de main entre Dragan Stojkovic et Rigobert Song, qui se félicite d'avoir offert à tout le monde une très belle rencontre, par contre qui se complique bien la vie avant le dernier match de cette phase de groupe. Un match nul qui honnêtement, arrange pas grand monde. En tout cas, initialement, qu'est-ce que j'ai vu? Une Serbie qui était pas mal dans son expression. Ici, typiquement, le ballon renversé qui bat la pression. Zivkovic qui a fait un super match, qui met 2 passes décisives. Ballon joué sur Milinkovic-Savic, qui écarte, beaucoup de jeux obliques, beaucoup d'espace trouvé entre les lignes. Boum, dans l'intervalle. Et à destination de Dusan Tadic, là, quand Dusan Tadic combine avec Sergej Milinkovic-Savic, puis avec Mitrovic, dont la tête passe juste au-dessus, ça donne des choses sympas. À nouveau ici, Zivkovic pour Mitrovic, pour Dusan Tadic en talonnade remise en une touche. Magnifique. Dusan Tadic fait mine de centrer. Nicolas Nkoulou, qui était en grande difficulté, tacle dans le vide. Mitrovic envoie sa tentative sur le poteau. Le gardien ne s'oppose pas, le gardien qui n'était pas André Onana,
qui a été exclu du groupe, du rassemblement. Et ça, c'était dès 9h50 du matin. Il faut avoir le cœur bien accroché sur cette Coupe du Monde et prendre son popcorn très tôt, parce que ça part vite dans tous les sens. Et je vous passe tous les détails, mais en gros, une question apparemment stylistique, et peut-être petite tension dans le vestiaire, à la suite du match, évidemment, contre la Suisse. Et la défaite 1-0 en première journée. Pourtant, le Cameroun réplique vite. But de Castelletto sur une déviation de Nicolas Nkoulou qui se rattrape. Ça fait un partout. Explosion de Rigobert Song. Ça fait 1-0, pardon. C'est eux qui marquent le premier but, bien sûr, malgré le fait que la Serbie ait bien dominé les débats initialement. Mais la Serbie va vite répliquer. Centre de Dusan Tadic. Ici, Pavlovic, tout seul, expédie sa tête dans le petit filet. Grosse erreur de marquage de Zambo Anguissa, qui c'est lui, l'homme qui doit prendre Pavlovic. Il s'arrête, ne saute même pas, totalement battu sur la situation. Et grosse erreur de Zambo Anguissa, 2 minutes plus tard, à nouveau. Contrôle ici, c'est pas forcément le plus évident, mais derrière, le geste, le pied par-dessus pour essayer de réaliser un sombrero, bref, c'est dans une zone trop dangereuse. C'est récupéré par la Serbie, qui écarte Zivkovic, qui retransmet à Milinkovic-Savic, extérieur de surface, la frappe balle gardien, qui est totalement fautif sur l'action, et le Cameroun sombre totalement. Cameroun qui menait 1-0, vient d'encaisser 2 buts en 2 minutes, va retrouver les vestiaires, les mots que Rigobert Song va devoir trouver, il est en train d'y réfléchir là, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, quelques minutes après avoir retrouvé la pelouse, ici, est-ce que c'est Nkoulou ou un milieu de terrain, ouais, qui se fait ongla peut-être, qui se fait intercepter. La Serbie peut enchaîner. Et moi, ce qui m'a marqué sur cette action, c'est à quel point le Cameroun était coupé en deux sur une perte comme ça. Bon, déjà, on peut le voir sur l'animation offensive. Il y a 5 joueurs de champ dans la moitié de terrain. Il n'y a absolument personne ici. Tout le monde, et je ne peux même pas vous le montrer, c'est en dehors de l'écran. Tout le monde est à droite là. Et sur la phase de repli, du coup, ils sont plus que 5. Tu perds un ballon là et tu es déjà en 5 contre 4. Très compliqué. Personne ne fait les efforts. Personne revient. On sent une équipe qui a totalement lâché prise. Et du coup, Zivkovic peut battre facilement le retour du défenseur. Est-ce que c'est Nuotolo? Peut-être. Le gardien qui sort. C'est facile pour Mitrovic. Ça finit dans le but vide. 3-1. Et on se dit que le match est fini et que le Cameroun va prendre une raclée au rythme où ça tourne. Ça va très mal se finir pour un collectif qui semble totalement désuni. Mais il se passe un truc, c'est l'entrée de Vincent Aboubakar, qui, de manière un peu fortuite, redonne espoir à une équipe qui a quand même beaucoup de qualité devant. Franchement, le mondial de Choupo-Moting méritait pas une sortie aussi disgracieuse. Choupo-Moting, il fait une super Coupe du Monde, et typiquement là sur cette action, le contrôle sur un ballon long, orienté pour se l'amener, écarté sur Karl Toko Ekambi, malheureusement qui finit mal. Par contre, Toko Ekambi, je dirais plutôt un des maillons faibles de ce Cameroun dans ce qui se produit dans le dernier tiers, à l'inverse de Brian Bemo par exemple, qui est top, de Vincent Aboubakar qui fait cette super entrée, de Choupo-Moting qui est top. C'est dommage parce que le Cameroun a vraiment des arguments devant, mais donc en l'occurrence, ça finit dans les gants de Vanier Milinkovic-Savic, le frère de Milinkovic-Savic, le gardien. Pourtant, quelques minutes plus tard, long ballon de Castelletto, Aboubakar trouvé dans la profondeur. Il résiste au retour de Maximovic, il me semble, le numéro 6. Et petite louche d'Aboubakar au-dessus de Milinkovic-Savic. Ça fait 3-2. Le but est initialement refusé pour hors-jeu. Et même Aboubakar, on se demande si son geste, cette louche, c'est pas parce qu'il pensait quasiment à coup sûr qu'il était hors-jeu. Mais non, il n'est pas hors-jeu parce qu'il est couvert là, de l'autre côté, par, je ne me souviens plus qui c'est ici, mais il est couvert, et nettement couvert. Et c'est dommage parce que la Serbie, joue très mal l'alignement. Cette ligne-là, c'est pas ce que tu as envie de voir quand tu joues à la médiane comme ça, comme c'était vraisemblablement le plan. On peut aussi se dire, à 3-1, est-ce que c'est si pertinent que ça de jouer... Regardez cette ligne-là, si oblique, il y a un gars là. Est-ce que c'est si pertinent de jouer à la médiane avec pas beaucoup d'intensité quand tu mènes 3-1 et que tu es en passe de décrocher ta première victoire et tes premiers points de cette Coupe du Monde? En tout cas, voilà, ça fait 3-2, superbe geste, le geste il est totalement magnifique. Tenter une louche au-dessus d'un gardien de 2m05 je crois, ou 2m03, et il faut le tenter aussi. Et Aboubakar s'en réjouit, un peu surpris de la décision.
Moi, je suis un peu surpris par cette Serbie aussi qui, à nouveau, on voit la perte. Les efforts, ils sont compliqués. Tout le monde est derrière. Et il y a à nouveau un ballon dans la profondeur qui peut être joué. À nouveau pour Vincent Aboubakar, qui cette fois décale Choupo-Moting. 3-3. Brian Bemo saute sur Vincent. Ça fait 2 buts en 3 minutes. Et le Cameroun est totalement revenu dans cette rencontre. À nouveau, à 11h du matin, il fallait avoir le cœur bien accroché. Parce que c'est parti, cette journée, elle est partie sur des bases totalement démentielles. Encore une fois, malheureusement, j'ai pas son nom, il me semble pas que c'est Milenkovic. Vlaic, peut-être, je ne me souviens plus. Mais qui est, voilà, encore une fois, l'alignement de cette ligne, c'est pas possible, quoi. Et là, il y a même pas du tout soupçon de hors-jeu. On voit à quel point le gars couvre totalement cette ligne. Et ça fait 3-3. Le Cameroun revient dans cette rencontre. Rigobert Song n'en croit pas ses yeux. C'est vraiment dommage que sur les 30 dernières minutes, le match ne se soit pas plus emballé. Je voulais pas parce que il y a eu 2-3 trucs, mais pas assez pour ce qui s'est produit en 2 minutes. Et le Cameroun, voilà, un match nul qui arrange, je pense, pas grand monde. Mais par contre, ça nous a arrangé de voir un dénouement totalement épique, extraordinaire. J'ai mis 16 sur 20. C'est un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde pour l'instant, sans l'ombre d'un doute. Voilà pour Cameroun-Serbie. Et enfin, on va terminer sur Corée du Sud-Ghana, le match de 14h, juste dans la foulée. Un doublé de Mohamed Kudus, un but de Mohamed Salissou et un doublé de Cho en 3 minutes qui permettent à la Corée du Sud de revenir dans la partie. C'était totalement dingue. Initialement, j'ai trouvé la Corée vraiment au-dessus. Hyper intense, qualité en possession. Là, on voit, c'est au bout de 15 minutes. 16 minutes de jeu. Elle est à 57% de possession. Et c'est de la belle possession. Typiquement, ici, André Ayew sort à la pression. Regardez la prise de balle orientée. Hop, pour ensuite aller jouer côté. Et il y avait vraiment de très très belles choses dans cette Corée. Hop, hop, la prise de balle, le ballon qui est transmis là, et derrière, encore un enchaînement de passes, tac, 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 pour un centre qui finalement donnera rien, mais superbe action collective. Et c'est un peu contre le cours du jeu finalement que le Ghana prend l'avantage sur une petite combinaison sur coup de pied arrêté, hop, 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 hop. Finalement, c'est tiré par Jordan Ayew et repris, après un petit cafouillage dans la surface, par Mohamed Salissou. Il y a un petit soupçon de main d'André Ayew. Et bon, là, du coup, je ne suis pas certain de comprendre pourquoi elle n'a pas été donnée. Parce que peut-être qu'il y a un petit rebond avant ou quoi, mais bon, c'est les mains dans la surface, c'est dur à dire aujourd'hui. Mais Michael Oliver l'accorde, ça fait 1-0. André Ayew, lui, pour le coup, semble aussi assez surpris, en tout cas exulte. Et quelques minutes plus tard, à nouveau sur un centre de Jordan Ayew, Mohamed Salissou, la tête au second poteau. La Corée du Sud qui a eu un petit peu des soucis dans le domaine aérien, notamment sur la couverture du second poteau. La réaction, on la voit pour une équipe qui a été franchement assez séduisante, mais pas autant que Mohamed Kudus, qui au-delà de son doublé a fait un match extraordinaire. C'est lui dont je parlais tout à l'heure, le gars qu'on n'a pas inclus dans notre top 10 des joueurs à suivre avec Stan, et là où nous avons fait preuve d'un tocarisme absolu, parce que Mohamed Kudus s'était écrit après sa grosse campagne de Ligue des Champions avec l'Ajax, en plus un joueur que j'adore, et qui a fait un super match à nouveau. Peut-être qu'on l'avait mis dans la liste complémentaire, à vérifier, mais ouais, juste top régal de Mohamed Kudus sur le volet offensif, même défensivement. Ici, typiquement, sur une Corée du Sud qui n'avait pas beaucoup d'autres circuits en seconde période, sur la fin de cette première période, que de jouer sur Heung-min Son et d'aller attaquer les espaces, un petit peu comme ce qu'ils essayaient de faire contre l'Uruguay. Retour de Mohamed Kudus, ballon récupéré, et ouais, gros effort sur le volet défensif également. Alors la Corée du Sud revient dans le match au retour des vestiaires, en bondissant sur Tariq Lamptey ici, qui se fait intercepter, centre. Le Ghana aussi, dans le domaine aérien, a été vraiment pris à revers. Réduction du score de M. Cho, exultation des supporters. 2 minutes plus tard, hop, face à Tariq Lamptey à nouveau, supériorité numérique locale qui est exploitée, le 2 contre 1, petit ballon, encore un centre, encore au second poteau, et encore Cho, image magnifique, une de mes images préférées de la Coupe du Monde. Superbe acrobatie. Celle-là aussi, elle est pas mal. Et ça fait 2 partout. Et le match bascule dans la folie. Et c'est totalement dingue. Et ça, c'est ce qui va me faire regretter. Là, on est en plein dans le rush, c'est la Coupe du Monde, il y a des matchs constamment, c'est beaucoup de travail aussi de mon côté. Mais ces moments-là où
on bondit devant son écran sur un Corée du Sud-Ghana et un renversement de situation et la célébration et tout ce que ça veut dire, c'est ce genre de choses qui vont me faire manquer la Coupe du Monde et qui vont me rendre très très nostalgique quand je vais revoir les images d'ici quelques semaines. C'était magnifique et les matchs de phase de groupe, c'est toujours un plaisir particulier. Je pense ma période préférée de la Coupe du Monde en vrai, même si là maintenant j'ai trop hâte de voir les matchs à élimination directe bien sûr. Ça va être dingue. Mais ouais, gros moment. Pourtant, le Ghana va reprendre l'avantage. Bon, j'avais quand même envie de mettre en lumière cette prise de balle de Thomas Partey. La passe, hop, la prise de balle, jambe derrière, pour transmettre. Ici, avec Gideon Mensah, hop, c'est raté, mais ça revient sur Mohamed Kudus au second poteau, qui se fait pas prier, qui met le troisième but, qui va chercher la caméra. Les images, elles sont dingues. Ce match était dingue. Émotionnellement, c'était un autre niveau. Et la Corée du Sud, ici, j'ai inclus, encore une fois, on fait une petite ellipse temporelle des 30 dernières minutes parce qu'il y a eu tellement d'occasions pour la Corée du Sud. Sur la fin, ils ont vraiment poussé. Je crois qu'ils finissent avec quasiment 2 fois plus de tirs que le Ghana. On a eu beaucoup de situations. Une équipe très intense, très agréable à voir jouer. Et on était content pour le Ghana, en même temps un petit peu comme tous ses supporters, déçus de ne pas voir sans doute un troisième but pour la Corée du Sud, pour que ça reflète un petit peu plus justement le rapport de force et que les Coréens puissent rêver d'une qualification. C'est pas encore totalement impossible. Ils vont jouer le Portugal sur le dernier match, mais c'était vraiment une très grande rencontre et ces gars-là peuvent être quand même assez fiers de leur équipe. Je pense que typiquement le Canada qui est pour l'instant à 0 points et la Corée du Sud qui a 1 point, c'est deux des équipes où en lisant leur total de points, tu lis pas les performances qu'ils ont réalisées, ou en tout cas le niveau d'intensité qu'ils ont mis, surtout dans ce match, parce que c'est vrai que c'était un peu moins fort quand même contre l'Uruguay. Mais ouais, une belle Corée du Sud sur cette rencontre et un très beau match. J'ai mis 17 sur 20. C'est du coup, je pense, ma 3e meilleure note de la Coupe du Monde pour l'instant. Et je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a qui ont préféré peut-être le Cameroun-Serbie ? Les deux étaient top. Et c'était un privilège d'avoir vécu ça en début de journée. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça va être l'épisode de Côté Mondial le plus long, mais on va finir assez brièvement parce que ma section prono sur les matchs de demain, en fait, je vais faire une vidéo prono totale qui sort demain matin et ça va être qui va se qualifier pour les huitièmes de finale. On va revenir sur chaque groupe, les scénarios dans chaque groupe, parce que comme vous le savez, à partir de demain, c'est le début des multiplex, les matchs synchronisés, 16h et 20h, pour finir en un moment. Genre de 16h à 18h, on finit le groupe A, de 20h à 22h, on finit le groupe B, etc. Du coup, je trouve ça plus pertinent de revenir sur chaque groupe, présenter les enjeux, les scénarios potentiels et vous donner donc mon prono de qui va se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça, c'est demain. Voilà les amis, je crois qu'on s'arrête là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, très longue, peut-être de m'avoir écouté en podcast, si c'est le cas, à nouveau, comme je le disais hier. Petite dédicace à vous, à mes potes du métro, ou qui écoutent ça, je sais pas, au taf, en télétravail, en faisant la cuisine, en faisant le ménage. Toutes les vidéos sont disponibles en podcast sur les plateformes d'écoute, et je sais que pour certains, c'est une solution de rechange qui est assez agréable. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin des matchs de 11h et de 14h. Demain, on bascule dans une nouvelle partie de la Coupe du Monde. En plus, type multiplex, ça va être un peu dingue. Il faut que je trouve une solution pour regarder les matchs en même temps. J'ai quand même dit que j'analyserais toutes les rencontres de la Coupe du Monde. J'ai pas trop réfléchi au fait qu'il allait y avoir les matchs synchronisés, donc ça, il va falloir trouver un stratagème. Mais je pense qu'on réussira à faire quelque chose de plutôt cool. Et voilà, il y a 4 jours de ça. Et après, c'est déjà les huitièmes de finale. Ça va être dingue. J'ai posé une petite question sur Twitter pour boucler la journée où j'ai demandé, ok, on a vu tout le monde 2 fois maintenant, on a pas mal de billes, c'est l'heure de se mouiller, qui va gagner la Coupe du Monde ? Et j'aimerais bien avoir votre réponse. On a vu tout le monde 2 fois, il y a des tendances qui commencent à se dessiner, mais je suis pas certain qu'il y ait encore un net favori qui se soit détaché. C'est encore, elle est très homogène cette Coupe du Monde, je trouve. Et j'aimerais bien savoir quel est votre favori aujourd'hui à l'instant T. Et peut-être les pires équipes. J'ai demandé aussi le top 3 des pires pour l'instant. Et là aussi, je crois qu'il y a de la concurrence. Il y en a bien 5, 6, 7 qui se détachent. Même si, il ne faut pas insulter l'avenir. On verra dans quelques jours. Peut-être qu'une de celles-là se qualifiera pour les huitièmes. Merci à vous pour votre patience, pour votre soutien. Et on se retrouve dès demain pour 3 vidéos.
les pronos qui va se qualifier en 8e, la conclusion du groupe A et la conclusion du groupe B. Ça va être une journée absolument folle, comme elles le sont toutes depuis un moment. Merci à vous de votre soutien et on se retrouve demain. Bisous.